bienvenue sur Universal Wisdom, votre espace de réflexion et de compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment silencieux, imperceptible, où un homme, tout en avançant dans l'âge, reste figé dans un temps qui ne bouge plus. C'est l'histoire d'une jeunesse qui ne s'est jamais éteinte, non pas par grâce, mais par refus. Un refus obstiné de grandir. Et ça commence souvent par un regard. Tu l'as sûrement croisé un jour. Ce regard brillant, un peu perdu, comme s'il contemplait un monde que personne d'autre ne peut voir. Il te parle de projets, d'idées, de visions presque mystiques. Il a cette flamme dans les yeux, cette manière de dire que la vie, la vraie, n'a pas encore commencé, mais qu'elle va commencer. Bientôt. Promis. Il vit dans le bientôt, s'alimente de un jour, s'endort dans quand le bon moment viendra. Il se voit comme un prophète moderne, prisonnier d'un monde trop petit pour ses rêves trop vastes. Et tout cela serait magnifique, si ce n'était pas aussi douloureusement vide de conséquences. Car derrière le génie incompris, il y a un homme qui ne fait que reculer face à ce qui lui demande de devenir quelqu'un. Un jour, une femme m'a raconté son histoire. Elle était tombée amoureuse d'un de ces hommes. Elle disait qu'il était comme un feu de camp au milieu de l'hiver. Il réchauffait tout autour de lui, attirait les âmes gelées, inspirait confiance, espoir. Mais au moment de bâtir quelque chose ensemble, il avait disparu. Pas physiquement. Non, c'est pire que ça. Il était toujours là, mais absent, figé dans un éternel « je ne suis pas prêt ». Elle l'attendait, année après année, pensant qu'il allait enfin décider de vivre pleinement. Mais ce jour n'est jamais venu. Il préférait rêver d'une femme idéale que d'aimer une femme réelle. Et elle a fini par partir. Tu vois, ce n'est pas une question d'échec, ni même de peur, au fond. C'est un refus radical, une sorte d'obsession pour la liberté, une liberté mal comprise, comme un enfant qui pense que l'amour est une prison, que les règles sont des chaînes, et que l'engagement est une trahison de soi. Mais cette liberté-là est une illusion. Elle a le goût du vent, mais la chaleur d'un désert. Il croit qu'il est libre parce qu'il ne se laisse attacher par rien. En réalité, il est en fuite perpétuelle. Et ce qu'il fuit, c'est lui-même. Dans sa tête, il ne manque jamais d'excuses. Ce n'était pas le bon moment. Je n'étais pas inspiré. Le monde ne me comprend pas. À chaque pas vers la réalité, il pose une condition de plus. Il espère un alignement parfait des étoiles pour se mettre en route. Mais la vérité est que le temps ne l'attend pas. La vie ne fait pas de pause. Et pendant qu'il construit des cathédrales dans son imagination, les fondations de sa vie réelle s'effondrent. Je me souviens d'un homme brillant, doux, avec un talent fou pour la musique. Il disait souvent « Je vais enregistrer un album quand j'aurai trouvé mon son ». 15 ans plus tard, il en parlait toujours, sans avoir jamais écrit une seule chanson complète. Il avait tous les instruments, tout le matériel, tous les contacts. Mais il manquait une chose, le courage d'échouer. Parce que derrière ses rêves se cachait une peur insoutenable, celle de ne pas être aussi spécial qu'il le croyait. Alors il a préféré rester un génie en devenir plutôt qu'un homme qui tente et qui tombe. Il avait confondu potentiel et accomplissement. Et le potentiel est une drogue douce. Tant qu'il n'a rien tenté, il peut toujours croire qu'il est destiné à quelque chose de grand. Mais plus les années passent, plus ce mensonge devient un poids qu'il camoufle sous des airs de liberté. Il y a des hommes qui vieillissent comme on s'endort, lentement, imperceptiblement, sans s'en rendre compte.
Ils gardent leur basket de lycéens, parlent comme à 20 ans, vivent dans une succession d'expériences sans lendemain. Et au fond de leur regard, un vide. Pas un vide tragique, un vide tiède, silencieux. Celui qu'on ressent quand rien ne fait vraiment mal, mais que plus rien ne vibre non plus. Ce vide-là, c'est le prix de l'évitement, le prix de tous les « je verrai plus tard », le prix d'une vie où l'on ne choisit jamais vraiment. Et un jour, sans s'en apercevoir, cet homme regarde en arrière et réalise qu'il n'a jamais vraiment commencé à vivre. Tu es seul, dans une pièce silencieuse, et la seule chose que tu entends, c'est ce dialogue intérieur. Une voix qui te dit « Tu pourrais tout accomplir, tu es né pour plus ». Et une autre, plus discrète, presque coupable, qui murmure « Alors pourquoi n'as-tu rien construit ?» C'est là que commence le vrai drame. Non pas celui que l'on joue devant les autres, mais celui qui se joue dans l'ombre, chaque nuit, quand les lumières s'éteignent et qu'il n'y a plus personne à impressionner, quand tu n'as plus d'excuses à offrir, plus de distractions pour te cacher, juste toi et le vide autour. Il y a chez ces hommes quelque chose d'héroïque en surface, un éclat, une fougue, un feu qui semble brûler sans fin. Mais ce feu est instable, il crépite, il éclaire, puis il s'éteint dès qu'il faut réchauffer un foyer, parce qu'il ne sait pas tenir, parce qu'il n'a pas appris à durer. Ils savent séduire, émerveiller, briller le temps d'un instant, mais ils ne savent pas rester, ni dans une relation, ni dans un projet, ni même dans leur propre histoire. Ils changent de direction dès que le chemin devient réel, dès que les fondations commencent à se poser. Ils s'évanouissent, comme la fumée d'un rêve qu'on n'arrive plus à saisir. Il y a un mot qu'ils ne supportent pas, routine. C'est leur cauchemar. Ils l'associent à la mort de l'âme, à l'érosion de la liberté. Mais en vérité, ce n'est pas la routine qui les effraie, c'est ce qu'elle révèle. Leur incapacité à s'engager, à persévérer, à affronter l'ennui et la répétition. Ces deux gardiens silencieux de toute construction durable. Une femme, un jour, m'a confié cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il avait des ailes, mais refusait de marcher. Elle avait aimé un homme de ce genre. Elle croyait voir en lui un oiseau rare, quelqu'un qui volerait loin et haut. Mais à chaque fois qu'elle essayait de bâtir quelque chose, il se repliait. Il devenait insaisissable, presque transparent, comme s'il n'était jamais vraiment là. Il parlait de liberté, d'inspiration, de destin. Mais quand il fallait être là, vraiment là, pour une conversation difficile, pour une promesse tenue, pour un engagement simple, il se dissipait, parfois sous forme de silence, parfois sous forme d'enthousiasme déplacé pour un nouveau projet. Il changeait de sujet, changeait de rêve, changeait de peau, mais jamais de profondeur. Et elle l'attendait. Elle croyait qu'il traversait une phase, qu'il avait besoin de temps, mais elle s'est trompée. Ce n'était pas une phase, c'était une structure, une architecture intérieure bancale, construite sur l'évitement. Cet homme n'était pas perdu. Il fuyait, consciencieusement, parce que s'il s'arrêtait, s'il osait regarder dans le miroir, il verrait ce qu'il a évité toute sa vie, sa propre peur de n'être rien sans ses rêves, sa terreur d'être ordinaire, d'avoir tout ce feu pour n'en faire qu'une chandelle. Il vit dans un monde parallèle, celui des « et si j'avais essayé, et si j'avais été soutenu, et si j'étais né dans une autre époque ». Ce monde est doux, confortable, et surtout, il le déresponsabilise, car dans ce monde-là, il n'est jamais vraiment coupable. C'est toujours le destin,
les circonstances, le moment mal choisi. Mais à mesure que les années passent, ce monde devient de plus en plus petit. Et ce qui était autrefois de la lumière devient de l'ombre. Une ombre pesante. Une ombre qui s'étale sur ses relations, ses rêves avortés et sur les gens qui l'aiment ou l'ont aimé. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel? C'est que ceux qui l'aiment le voient tomber au ralenti, comme un roi déchu qui aurait pu tout avoir, mais qui refuse la couronne. Ils tendent la main, ils parlent, ils crient même parfois, mais il ne répond pas, parce qu'il est enfermé dans un rêve qu'il confond avec lui-même. Et pendant qu'il s'accroche à cette illusion de grandeur, le monde, lui, avance. Les opportunités passent, l'amour s'use, l'énergie s'épuise, et lui, il reste figé, comme un acteur qui refuse de quitter la scène, même après la fin du spectacle. Il était une fois un homme qui vivait suspendu entre deux mondes. Il avait les pieds dans la poussière du réel, mais son cœur battait dans les nuages. Chaque matin, il se levait avec un rêve neuf entre les doigts, et chaque soir, il le laissait s'envoler, comme un ballon trop léger pour rester. Il marchait sans trace, parlait sans engagement, aimait sans promesse. On l'appelait le voyageur du presque. Il était presque prêt, presque amoureux, presque vivant. Un jour, un vieil homme l'a regardé longtemps, puis lui a dit « Tu crois que tu fuis les chaînes, mais c'est la peur qui tient ta laisse. Et tant que tu n'affronteras pas la terre, tu ne pourras jamais toucher le ciel. » Le voyageur a ri. Il pensait que le vieux ne comprenait rien. Lui, il était différent. Il n'était pas fait pour ce monde. Il attendait un autre tempo, une autre vibration. Alors il a continué à marcher, mais il ne s'est jamais arrêté nulle part. Tu sais, ce genre d'homme, on le reconnaît à son regard qui brille dans l'obscur. Pas parce qu'il a vu la lumière, mais parce qu'il refuse de voir l'ombre. Il vit dans l'idée qu'il est né pour quelque chose de plus grand, mais il évite tous les chemins qui mènent au réel. Il veut la révélation sans l'apprentissage, l'amour sans les conflits, l'accomplissement sans les efforts. Il est comme ce jardinier qui arrose les nuages et s'étonne que ses fleurs ne poussent pas. Dans les traditions anciennes, on parlait de l'éternel adolescent comme d'un être sacré, capable de percevoir l'invisible, de rêver l'inimaginable. Mais on savait aussi qu'il ne devait pas gouverner, qu'il était là pour inspirer, pas pour diriger. Car un monde régi par le rêve seul finit toujours par se noyer dans ses propres mirages. Il y a, en chacun de nous, un fragment de ce voyageur. Un enfant intérieur qui se souvient de l'infini, qui se méfie des murs, des limites, des engagements. Mais si cet enfant prend le pouvoir, il finit par brûler la maison au nom du vent. Un homme m'a un jour dit « Je suis né pour la grandeur ». Et je lui ai demandé « Combien de fois t'es-tu agenouillé face à ce que tu redoutes ?» Il m'a regardé, déconcerté, parce que personne ne lui avait jamais dit que la grandeur ne commence pas par un sommet, mais par une chute. Ce que ces hommes fuient, ce n'est pas seulement la routine, la responsabilité ou la douleur. Ils fuient le miroir. Celui qui montre non pas ce qu'ils rêvent d'être, mais ce qu'ils sont maintenant. Et il y a là une terreur primitive. Car dans ce reflet, il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas de mythe. Juste la vérité nue. Ils n'ont pas commencé à vivre. Mais voilà le paradoxe. Ils ont la clé. Oui, ils ont en eux ce feu ancien, cette énergie brute, cette étincelle rare que les autres ont souvent oubliée. Ce n'est pas un manque de puissance, c'est un excès, mal dirigé. Une force qui n'a jamais trouvé son point d'ancrage.
Imagine une rivière majestueuse, sauvage, indomptable. Si elle n'est pas contenue, elle inonde tout, détruit les rives, emporte les racines. Mais si elle est guidée, elle devient source de vie, de croissance, de fertilité. Le problème n'est pas la rivière, c'est l'absence de berge. Alors ils errent, d'une passion à une autre, d'un projet à un autre, d'un amour à une promesse avortée. Et à chaque détour, ils répètent l'ancien sortilège. Je ne suis pas prêt. Comme si l'instant d'après allait, soudainement, les rendre complets. Mais il n'y a pas d'instant magique. Il n'y a que ce moment, maintenant, ce souffle, ce battement, ce silence. Et la question qui revient comme un tambour sourd. Quand vas-tu choisir d'être ici, pleinement? Parce qu'à force de courir vers l'ailleurs, on finit par se perdre en soi. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué de faire semblant d'avoir le temps, de répéter encore et encore la même histoire avec des mots différents. Tu parles de projets, mais tu sais au fond que ce ne sont que des refuges. Tu dis que tu veux construire, mais tu refuses la brique et la sueur. Alors je vais te poser une question simple. Que perds-tu si tu grandis vraiment? Pas en apparence. Pas ce simulacre de maturité fait de factures payées et de routines vides. Je parle d'une vraie croissance, viscérale, exigeante. Celle qui te demande de lâcher le fantasme du peut-être pour entrer dans la matière rugueuse du réel. Il y a en toi un enfant qui hurle dès qu'on lui parle de constance. Il veut l'intensité, pas l'endurance. Il veut les sommets, pas la marche. Il veut sentir, vibrer, briller. Mais la vie n'est pas une scène. Elle est un champ. Et les récoltes n'arrivent pas par miracle. Elles demandent qu'on sème, qu'on attende, qu'on supporte les saisons mortes. As-tu remarqué à quel point tu évites les décisions définitives? Tu vis dans le flou, volontairement. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Tu ne veux pas choisir parce qu'un choix implique une perte. Et tu as tellement peur de perdre que tu préfères tout garder en suspens, même si ça te vide. Je te vois. Tu changes souvent de direction, mais jamais de profondeur. Tu habites la surface avec brio. Tu maîtrises l'art du commencement. Tu séduis, tu inspires, tu promets. Mais quand le moment vient de t'enraciner, quelque chose en toi se rétracte. Comme si tu avais peur de mourir à la légèreté de l'enfance. Mais cette légèreté n'est plus douce. Elle est amère maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'à force de fuir, tu as construit une vie pleine de possibles, mais vide de preuves. Et les regards que tu croises, ceux de ceux qui t'aimaient, qui croyaient en toi, ne brillent plus comme avant. Ils portent autre chose, une fatigue, une distance, parfois même une douleur que tu n'oses plus nommer. Tu n'as pas besoin d'un autre rêve, tu as besoin d'une structure, d'un sol sous tes pieds, d'une responsabilité que tu ne pourras pas esquiver à la première tempête. Tu as besoin de dire « Je suis là, et cette fois, je ne partirai pas ». Tu crois que la liberté, c'est l'absence d'attache, mais la vraie liberté commence quand tu assumes ton propre poids, quand tu arrêtes de te cacher derrière le masque de l'inspiration, quand tu acceptes de devenir celui qui tient bon, qui revient, qui reste. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas spectaculaire, c'est dur, souvent silencieux, mais c'est là que l'homme naît, quand il cesse d'attendre qu'on le valide, quand il cesse de faire porter à l'autre la responsabilité de sa douleur, quand il regarde sa propre vie avec lucidité et qu'il se dit « C'est à moi, maintenant ». Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu attends que quelque chose vienne te sauver. Une rencontre, une idée,
un signe. Mais personne ne viendra. Rien ne se passera tant que tu ne poseras pas tes mains sur ta propre existence. Et ce n'est pas parce que tu manques de valeur. Tu en as. Beaucoup. Trop, même, pour continuer à vivre en périphérie de toi-même. Tu as cette flamme. Elle est là. Elle brûle. Mais elle n'éclaire rien tant que tu ne lui construis pas une lanterne. Alors je vais te poser une autre question, plus brutale peut-être. Combien de temps comptes-tu encore attendre pour commencer ta vie? Parce que la vérité, c'est que tu es déjà en train de la vivre. Ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis ou évites, c'est ça, ta vie. Pas demain, pas quand tout sera aligné, maintenant. Et si tu continues à courir vers ce mirage d'un toi idéal sans jamais t'asseoir avec le toi réel, tu passeras à côté de ce qui aurait pu te libérer, le courage de devenir adulte. Pas dans le sens social du terme, dans le sens symbolique, spirituel, profond. Être adulte, c'est prendre sa place, même si elle est inconfortable. C'est regarder le chaos sans détourner les yeux. C'est aimer sans condition, même quand c'est difficile. C'est dire « je choisis de rester », même quand j'ai envie de fuir. Et c'est là que le miracle commence. Pas quand tu rêves, mais quand tu tiens. Il s'appelait Julien, 37 ans, un visage encore jeune, une voix douce, un regard rêveur. Quand on le rencontrait pour la première fois, on avait cette impression étrange, celle de croiser un poète qui aurait oublié le monde. Il parlait d'univers parallèles, de romans à écrire, de projets à venir. Il avait ce magnétisme rare, ce genre de présence qui vous donne envie de croire en quelque chose, n'importe quoi, même en lui. Julien avait toujours eu cette lumière, depuis l'enfance. Il dessinait des villes imaginaires, écrivait des lettres à des amours qu'il n'avait jamais connus. À l'école, il était celui qui faisait rire les autres, celui qu'on disait brillant mais instable. Il voulait devenir réalisateur, explorateur, ou peut-être même magicien. Mais les années ont passé, et les rêves, eux, sont restés là, intacts, comme figés dans une vitrine. Il vivait dans un studio encombré de carnets, de guitares, de livres jamais terminés. Chaque mur portait les traces de ce qu'il aurait pu être. Il avait toujours un projet en cours, ou plutôt, un projet presque commencé. Un film presque tourné, un voyage presque planifié, une vie presque habitée. Et puis il y avait elle, Clara. Elle l'aimait d'une tendresse grave. Elle voyait en lui ce que lui-même avait oublié. Une beauté fragile, un potentiel immense. Elle croyait qu'avec le bon amour, il finirait par s'ancrer, qu'il comprendrait qu'il n'avait plus besoin de fuir. Au début, tout était fluide, spontané. Il passait des nuits à refaire le monde, à s'imaginer vieux sur une terrasse en Italie. Il lui disait « Un jour tu verras, on écrira notre propre histoire. » Mais le temps a passé et rien n'a été écrit. Clara, elle, commençait à se lasser des silences, des élans sans lendemain, des absences pleines d'excuses. Un soir, elle a posé une question simple. « Quand est-ce que tu commences à vivre, Julien ?» Il a souri, puis il a répondu, les yeux dans le vide. « Quand je me sentirai prêt. » Clara est partie 3 semaines plus tard. Julien ne l'a pas retenue. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment aimer dans le réel. L'idée d'elle, il pouvait la chérir, mais sa présence l'engageait à exister, vraiment. Et ça, c'était trop tôt, toujours trop tôt.